Bienvenue à tous au Printemps de l'économie, consacré cette année à l'Europe, un problème ou une solution, organisé par les économiques sous le patronage de l'Assemblée nationale et de la représentation en France de la Commission européenne, avec le soutien du groupe Caisse des dépôts. Donc je me présente, Aurélien Videcki, élève en première ES au lycée Turgot, et c'est moi qui vais vous présenter cette table ronde. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour traiter du sujet: à quelles conditions l'Europe redeviendra-t-elle une zone de croissance? Elle est organisée par le CNAM en partenariat avec le Conseil d'analyse économique, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, ainsi que les économiques. Pour débattre de ce sujet, nous accueillons aujourd'hui plusieurs invités. Agnès Benassi-Kéré est docteur en économie de l'Université Paris-Dauphine. Depuis 1996, vous avez travaillé en tant que professeur dans plusieurs universités, comme à l'École Polytechnique ou à Paris-Ouest. Vous êtes maintenant professeur à l'Université Paris 1. Vous avez aussi été directeur adjoint puis directeur du CEPI, le principal centre de recherche français en économie internationale. Depuis le 1er décembre 2012, vous êtes président délégué du Conseil d'analyse économique. Nous avons d'ailleurs eu la chance de vous recevoir à Turgot pour une conférence l'année dernière. Christian Saint-Etienne, vous êtes professeur titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say économique industrielle au CNAM depuis septembre 2009. Vous avez enseigné à l'Université Paris-Dauphine de 1989 à 2009. Vous avez travaillé comme économiste au Fonds monétaire international à Washington, ainsi qu'à l'OCDE à Paris. Vous êtes aussi membre de la Société d'économie politique. Vous êtes aujourd'hui professeur au CNAM. Dominique Pillon, vous avez obtenu le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris en 1969. Vous avez ensuite soutenu un doctorat en économie financière en 1974 à l'Université de New York. Vous êtes désormais professeur à l'Université Paris 13. Vous dirigez le pôle spécialisé en économie financière et publique du Centre d'économie de l'Université Paris Nord. Vous avez été membre du Conseil d'analyse économique de 2001 à 2004. Militant intermondialiste, vous êtes porte-parole d'Attaque France depuis 2013 et membre de son conseil scientifique. Enfin, Thierry Fabre, vous serez le modérateur de cette table ronde. Vous êtes chef au service France, au magazine Challenge depuis 2008, en charge des sujets de politique, économique et sociale. Vous avez précédemment travaillé aux Échos à l'expansion, puis en tant que chef au service macroéconomique de Capital. Merci à tous de bien vouloir être vos téléphones portables et bonne conférence. Je passe le micro à M. Fabre. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis heureux d'animer cette conférence sur ce sujet qui est vraiment un sujet crucial. En fait, tous les sujets abordés sont très importants, mais celui-là, je crois qu'il est vraiment au cœur de l'actualité européenne. Comment retrouver une croissance dans la zone euro? Parce qu'on voit bien que la zone euro est en procès en ce moment. Les élections européennes approchent, beaucoup de partis, plusieurs partis proposent de sortir de l'euro, parce que l'euro, considérant l'euro comme la source de tous nos maux. Bon, les chiffres sont extrêmement négatifs pour la zone euro, puisque depuis, on sort de 2 années de récession, on sera à moins de 1% cette année. Quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, l'écart est énorme. Les États-Unis sont repartis à presque 3% de croissance. Et on a publié des chiffres dans Challenge récemment. Depuis 2000, les États-Unis affichent presque 30% de croissance, alors que la zone euro n'a pas dépassé les 15%. Donc on a vraiment un écart assez étonnant entre les deux zones. Et nos invités vont essayer de nous dire quels sont les blocages à faire sauter pour enfin retrouver une zone de croissance. Donc je propose mes 3 invités de faire un petit exposé assez court où nous ferons un diagnostic d'abord de la perte de croissance de la zone euro et quel est le problème majeur à traiter à leur avis. Je demande un exposé court pour qu'on puisse ensuite rebondir sur les différentes questions et vous donner la parole, puisque vous êtes là, évidemment, pour poser des questions. Donc je passe la parole à Agnès Benassi-Kéré qui va nous faire donc, son premier diagnostic. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je précise aussi que je suis membre du groupe Eiffel Europe qui a fait une proposition récemment sur l'évolution des institutions dans la zone euro. Et je voulais vous féliciter tous
plutôt réfléchi, parce que le sujet de l'Europe n'attire pas forcément beaucoup. Dans les médias, on a toujours du mal à intéresser sur ces sujets-là. Je pense que le risque premier que nous avons dans les années à venir, dans les mois à venir plutôt, les semaines à venir, c'est l'indifférence. Donc je vais vous encourager tous à multiplier les réunions, tous dans vos environnements, qui peuvent être des lycées, qui peuvent être des quartiers, qui peuvent être des entreprises. Il y a longtemps, c'était fait connaître les réunions du Tupperware, et je pense qu'on aurait intérêt à faire des réunions du Tupperware sur l'euro. Ça diffuserait le débat, parce que vraiment le risque, c'est pas la mauvaise idée, le risque c'est l'indifférence. Donc le diagnostic a été fait sur la croissance, donc je vais gagner un petit peu de temps, et passer directement, disons, aux évolutions récentes. Donc il y a eu des bonnes nouvelles et puis des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est quand même, je voulais le dire d'emblée, c'est que les ajustements alternatifs sont en cours. Il y a des ajustements très impressionnants qui ont lieu en ce moment dans la zone euro entre les pays périphériques et les pays dits du centre, notamment. Donc l'Irlande a commencé, mais plus récemment, donc en Espagne, c'est tout à fait net. Il y a des ajustements de privatifs et des récupérations de parts de marché qui ont lieu. Donc ça, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Alors la difficulté pour les pays périphériques encore aujourd'hui, c'est que les PME qui potentiellement pourraient créer de l'emploi et redresser un peu la croissance, et bien beaucoup de difficultés d'accès au crédit. Alors, on sait qu'il y a à peu près 2 points d'écart de taux d'intérêt entre le PME qui emprunte en Espagne et en Italie ou la même PME, même taille, même type de secteur, qui emprunte en France ou en Allemagne. Et donc, comme en plus les prix ont tendance à décroître dans les pays périphériques, et bien vous savez que ce qui est important, c'est le taux d'intérêt réel, c'est l'écart entre le taux d'intérêt que paye l'entreprise à ses banquiers et puis l'évolution des prix des produits qu'elle vend. Et donc là, c'est double peine. D'une part, un taux d'intérêt plus élevé que le pays France-Allemagne, et d'autre part, baisse des prix. En France et en Allemagne continue à croître, même à un niveau très faible. Donc ça, c'est important parce que ça empêche les économies d'embrayer sur quelque chose, sur une croissance. Donc elles font l'ajustement relatif, elles font des efforts extrêmement douloureux en termes de chômage, c'est absolument incroyable, en termes de pauvreté. Et ces efforts ne payent pas complètement parce que le système financier n'est pas prêt à prendre le relais et à les aider à investir, même sous forme de trésorerie, en fait, parce que vous savez que quand vous vendez un produit, la règle générale, c'est que le client ne paye pas. Le client ne paye que plus tard. Donc il y a une trésorerie à assurer, et si on ne peut pas assurer la trésorerie, c'est pas la peine. Même si on a un bon produit, un bon prix, un client, ça marchera pas. Donc ça c'est vraiment un point essentiel sur lequel on aimerait bien que la BCE avance un petit peu pour desserrer cet effet. Le deuxième point, la deuxième nouvelle qui n'est pas très bonne, c'est que quand même on ne s'en rend pas compte, mais les dettes continuent à augmenter. On parle sans arrêt d'ajustement budgétaire, mais en fait les dettes continuent à augmenter. En tout cas, le ratio dette sur PIB. Pas seulement, alors c'est les États qui s'endettent, les secteurs privés ont tendance à se désendetter, non pas partout. En France, ils continuent à s'endetter. Donc là, la crise de la dette n'est pas finie. C'est-à-dire qu'on vit avec une épée de Damoclès. Si le taux d'intérêt remonte, c'est clair que quand vous avez une dette publique qui est grosso modo 100% du PIB, un point de plus de taux d'intérêt, ça fait un point de PIB de dépenses en plus, et c'est l'ordre de grandeur de dépenses de recherche publique en une année. Donc c'est pas du tout un petit chiffre, c'est énorme. On aimerait mieux dépenser ça dans la recherche plutôt que le donner à des investisseurs. Le deuxième point, c'est qu'on est aussi à 2 doigts de la déflation. Vous avez entendu parler de la déflation, c'est la baisse des prix. Alors il y a des jeux un peu sémantiques, savoir si on est en lowflation, donc inflation très faible. On voit aujourd'hui que dès à présent, avec une inflation de la zone euro qui est à 0,5% du PIB, 0,5% en rythme annuel, c'est déjà extrêmement faible. Contrairement à l'opinion répandue, l'inflation est généralement surestimée, non pas sous-estimée, surestimée par les instituts statistiques, même s'ils sont de meilleur en meilleur pour bien l'évaluer. Donc ça c'est une chose. D'autre part, on a une hétérogénéité non seulement entre les pays, mais également à l'intérieur de chaque pays entre différents secteurs. Il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. C'est clair que pour l'entreprise dont les prix baissent, ça va être extrêmement difficile de faire accepter des baisses de salaire pour ne pas avoir une hausse du coût réel du travail. Donc on voit déjà aujourd'hui les effets néfastes de la faible inflation sur l'économie réelle dans un pays comme la France. Alors, je ne parle même pas des pays où le
prix baissent, comme l'Espagne, où ça baisse légèrement, ça y est, où on a un risque de déflation par la dette, donc avec une dette qui augmente, puisque le dénominateur, même si la croissance repart, si les prix baissent, le dénominateur ne monte pas, donc il peut diminuer. Et à ce moment-là, on a une augmentation du ratio de dette et donc des comportements de désendettement et du secteur public et du secteur privé. Donc une baisse de la demande qui baisse sur les prix. Et donc ça remet encore une couche, c'est-à-dire que le ratio de dette encore augmente, etc. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est celui du rythme d'ajustement des finances publiques. Je voudrais dire une chose, c'est que pour un pays comme la France, l'ajustement des finances publiques a été à un très bon rythme depuis 2010. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de juger l'évolution du solde corrigé du cycle d'activité structurelle. Et il y a eu une réduction de ce solde de l'ordre de 1 point de PIB chaque année. Alors ça se voit moins sur le solde qu'on publie dans les journaux, parce que ce solde il est affecté par la conjoncture qui n'est pas terrible. Mais l'effort structurel a été fait. Et, bon, il ralentit un peu, mais il a été fait. Donc reprocher à la France l'absence d'ajustement budgétaire, c'est pas tout à fait bon combat, à mon avis. On ferait mieux de reprocher d'avoir plutôt augmenté les impôts, baissé les dépenses, ou d'avoir négligé la réforme structurelle qui aurait permis justement de booster le dénominateur. Il faut bien avoir en tête que la Commission européenne et les marchés financiers, c'est pas la même chose. La Commission européenne est en charge de surveiller l'évolution des soldes selon différentes mesures et par rapport à un certain nombre de règles qui se sont empilées depuis le début de la crise. Les marchés, eux, ce qui les intéresse, c'est la soutenabilité à long terme. Ça s'en fiche un peu de savoir si on a violé le pacte de stabilité, etc. C'est pas tellement leur sujet. Leur sujet, c'est est-ce que la dette publique est soutenable à long terme. Et là, ça dépend de manière cruciale de la croissance potentielle. Et la croissance potentielle, ça, c'est les réformes. Et c'est là que la France est jugée mal par nos partenaires. Voilà. Alors maintenant, quand on regarde le solde agrégé dans un euro, l'évolution de la politique budgétaire agrégée dans un euro, quelque chose que ne regarde pas vraiment, de manière en tout cas sérieuse, l'Eurogroupe, eh bien on se rend compte qu'on n'a pas du tout l'évolution qu'on voudrait, si on est un temps de keynésien. On voudrait que le solde budgétaire s'améliore en période creuse, c'est le détériore en période creuse, ça soutiendrait l'activité en période creuse, et puis on remboursement les dettes en période face. Et ça n'a pas tellement lieu, c'est même le contraire. Enfin, quand on regarde l'évolution du solde, le fameux solde structurel, donc corrigé du cycle, pour la zone euro dans son ensemble, eh bien, dans l'ensemble, c'est procyclique. C'est-à-dire qu'on fait plus de dépenses quand tout va bien, et on fait moins de dépenses quand tout va mal. C'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, du coup, quel est le coupable? Finalement, on aimerait bien désigner un coupable. Alors, on a l'habitude en France de désigner l'Allemagne. Et c'est extrêmement difficile de pointer la politique budgétaire allemande. On va avoir peut-être un débat là-dessus. L'Allemagne fait précisément une politique contracyclique aujourd'hui. C'est-à-dire que sa croissance est revenue, elle est presque au plein emploi, et donc elle a ajusté ses finances publiques. Donc la question, c'est est-ce qu'elle devrait faire autre chose par rapport pour soutenir l'activité de ses partenaires. Mais ça, c'est pas tout à fait la même chose que de pratiquer une politique nationale qui soit contracyclique. En plus, l'Allemagne a mis dans sa constitution une règle budgétaire, et pour l'Allemagne, c'est sérieux. Donc ça va être difficile d'attaquer sur ce chapitre-là. Je pense qu'on a plus de chances du côté des salaires, l'exemple du SMIC, et comment on peut embrayer sur des salaires plus dynamiques, et donc plus porteurs de consommation en Allemagne. Maintenant, si on regarde du côté des pays en crise, ils n'ont pas vraiment le choix, les pauvres. On leur a prêté contre les conditionnalités, et les programmes d'ajustement, ils n'ont pas vraiment le choix. Il n'y a pas, et puis en plus, les gens ils sont de petite taille, et donc ils n'ont pas vraiment d'impact sur la politique agrégée de la zone euro. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste l'Italie et la France. Et l'Italie et la France ont une certaine marge de manœuvre, mais qui est extrêmement fragile, pour les raisons que j'ai indiquées, c'est-à-dire que les marchés, pour l'instant, font confiance, ils peuvent tout à fait se retourner, et du jour au lendemain, on se prend 1 ou 2 points de PIB de dépenses en plus. Et donc, on avance là sur des œufs. Et le discours qu'on va avoir sur la croissance potentielle va être absolument essentiel par rapport à ce débat-là. Donc, les derniers coupables possibles, c'est la BCE. Donc là, le CAE a publié une note assez rigoureuse sur la BCE qui s'intitulait L'euro dans la guerre des monnaies, et qui indiquait que finalement, l'euro n'est pas une victime de la guerre des monnaies, l'euro est une victime de lui-même. Il n'y a pas besoin des autres pour se mettre dans la panade. Et donc, il montrait que la BCE a une politique quand même qui est devenue assez restrictive. Le discours de la BCE, c'est de dire d'abord la baisse de l'inflation, c'est le facteur conjoncturel. C'est vrai, il y en a, mais quand même, l'inflation qu'on appelle sous-jacente,
hors prix matières premières, énergie, n'est qu'à 0,8%, on est encore très en dessous. L'inflation en Allemagne, pays presque pleinement employé de 1%, on est très en dessous. Et donc la BCE dit, mais les anticipations d'inflation sont bien ancrées, c'est-à-dire qu'elles sont proches de 2% en 2016. Déjà, elles ne sont pas à 2%, elles sont à 1,7%. Et en plus, c'est pas tout à fait rassurant, parce qu'au Japon aussi, les anticipations d'inflation étaient très bien ancrées. Pendant très longtemps dans les années 90 jusqu'à décrocher subitement. Donc est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des anticipations d'inflation des marchés pour 2016 2016, pour les marchés, c'est le long terme. Et donc, moi, je ne suis pas très rassurée par ça. Et en plus, vu qu'on a maintenant pratiquement un an avec une inflation à 1% en zone euro, ce qu'il nous faut, c'est une anticipation d'inflation à 3% en réalité. Si on veut avoir une moyenne de 2% sur le moyen terme, je ne vois pas comment, si on ne dépasse jamais 2%, en ayant accumulé de l'inflation très en dessous de 2%, on pourrait atteindre 2%. Enfin, tous les élèves ici qui font des moyennes savent ça, même si c'est des moyennes arithmétiques ou géométriques. Alors donc, le CAE a fait quelques propositions, peut-être, je dirais tout à l'heure, voilà. Et puis, je passe aussi sur la question plus long terme, comme par exemple l'idée d'un budget zone euro pour revenir dans la discussion. Merci Agnès. Vous avez déjà abordé beaucoup de sujets qui vont te détailler par la suite. Donc pour continuer à planter le décor, Dominique Pillon, je suis sûr que vous allez planter le décor de façon un peu différente. Votre diagnostic sur le sujet est un peu différent. Pourquoi l'Europe, à votre avis, est en panne de croissance et le sujet essentiel, quel est-il? Donc d'abord, merci de m'avoir invité. Je rajouterai que je fais partie du réseau des économistes atterrés. Nous sommes nés précisément d'une analyse extrêmement critique sur la façon dont les politiques sont menées en Europe, donc c'est tout à fait en liaison avec ce que je vais dire. Je pense que la zone euro aujourd'hui est au bord de la déflation. Agnès a indiqué que c'était difficile de savoir si on était vraiment en déflation, c'est-à-dire une baisse des prix en particulier, mais on est au bord de cette situation, beaucoup d'analystes le craignent, et on est aussi au bord de l'implosion de la zone euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus rassuré qu'il y a quelques mois sur l'avenir de l'euro, mais je pense qu'on est toujours au bord de l'implosion de la zone euro. Pourquoi cette situation de déflation risque d'implosion? Eh bien, c'est parce qu'en fait, cette zone euro a été extrêmement mal construite, elle a des vices originels extrêmement importants, c'est qu'elle est fondée sur une logique à la fois libérale et monétariste qui n'a pas fait cette œuvre, et au contraire est à l'origine de cette crise. En gros, le dogme de la construction européenne, c'était, pour rappeler, il y a quelques années, au moment de Maastricht, un peu avant, c'était un marché, une monnaie. Ça devait être les deux piliers de la construction européenne. Et en faisant ça, eh bien, on a oublié beaucoup de choses. En ne construisant qu'un marché de monnaie, certes c'est nécessaire, mais si vous n'avez pas des institutions, notamment dans le domaine des politiques communes, je vais y venir dans un instant, budgétaires, fiscales, industrielles, etc., écologiques, eh bien, vous avez une Europe qui ne peut pas fonctionner. Et c'est exactement ce qui se passe. Bon, vous l'avez dit à juste titre, l'Europe est la zone du monde la plus déprimée aujourd'hui, et de loin. D'autre part, les réformes récentes qui ont été faites, et je pense au pacte de stabilité, qui enferme la zone euro dans un réseau de contraintes, qui amène des politiques généralisées d'austérité, qui amènent celle-ci dans une situation de spirale récessive dangereuse. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment un gros problème, c'est que les réformes elles-mêmes ne vont pas dans le bon sens. Alors la question principale, et je vais y venir, donc c'est bien sûr, que peut-on faire, que faut-il faire? Je ne prétends pas avoir la solution, là on essaye d'apporter les uns et les autres, avec nos différences, des idées de sortie de crise. D'abord, je dirais tout de suite que je ne suis pas dans le camp de ceux qui réclament la sortie de l'euro et l'implosion de l'euro. Bien entendu, non. Je pense que l'euro est un patrimoine pour nous, Européens, qu'il faut absolument conserver. Mais quel euro? Certainement pas l'euro tel qu'il fonctionne aujourd'hui. En fait, nous avons besoin d'un autre gouvernement de la zone euro. Alors, commençons peut-être par un autres points qui ont été déjà évoqués partiellement, notamment par Agnès et Nancy. S'agissant de la BCE, la Banque Centrale Européenne, je crois que ça a été dit, il faut absolument inclure dans ses objectifs la croissance et l'emploi, et pas uniquement la stabilité monétaire, à l'instar de ce que font d'ailleurs ce que fait la Banque Centrale Américaine. On a gagné une bataille parce que la BCE s'occupe désormais de la stabilité financière. Ce qui, avant la crise, n'était absolument pas acquis. Il y avait le dogme de la séparation, la Banque Centrale s'occupait de la stabilité des prix, pas de la stabilité financière. Et devant l'évidence, devant la nécessité, il a fallu que la BCE, et elle l'a fait assez bien d'ailleurs, pour le reconnaître, intervienne. Elle l'a fait assez bien, sauf sur un point sur lequel nous sommes assez critiques, et d'ailleurs
Au Conseil d'analyse économique, nous avons rédigé un rapport qui s'intitule Les banques centrales et la stabilité financière. On vous recommande de regarder. Il y a d'ailleurs par des auteurs très pluralistes, donc nous avons des visions parfois un peu différentes, mais nous concluons tous à la nécessité de la Banque centrale de gérer la question de la stabilité financière. Ce qu'elle fait en partie, on y reviendra tout à l'heure, notamment dans la réforme en cours de l'Union bancaire européenne, mais plus que ça, elle doit pratiquer une politique de prêteur en dernier ressort en ce qui concerne la dette publique. Ce qu'elle ne fait pas, ou dans une bien moindre mesure que les États-Unis par exemple, et ça c'est un boulet pour la sortie de crise, notamment la crise de la dette souveraine, dans laquelle nous sommes toujours, d'une certaine manière, en Europe. Ensuite, autre point sur lequel je voudrais insister, et vous allez voir, ça n'a rien de révolutionnaire de certain point de vue, c'est l'idée qu'il faut créer à l'échelle européenne les conditions de ce que les économistes appellent un policy mix, c'est-à-dire une combinaison optimale des politiques économiques incluant principalement la politique monétaire et la politique budgétaire et fiscale. Or aujourd'hui, ou plutôt dans les années qui viennent de s'écouler, et ça explique pourquoi on n'a fonctionné que sur une seule jambe, et qu'on est donc très handicapé, on n'a eu qu'une politique monétaire, pas de politique économique à l'échelle Europe, et il en faut une. Prenons aujourd'hui ce qui se passe. Nous sommes en quasi-déflation avec des taux d'intérêt zéro. La politique monétaire est impuissante. Elle ne peut pas baisser davantage ses taux. On voit bien que la relève doit être prise par la politique budgétaire et fiscale dans un tel contexte. Si cette politique ne peut pas être mise en œuvre d'une manière concertée à l'échelle européenne, alors la zone euro risque de rester durablement, et d'ailleurs les projections qui tablent sur une absence de changement institutionnel tablent sur une quasi-stagnation, une très faible croissance, de l'ordre de 1% l'année prochaine en Europe, c'est absolument catastrophique pour les répercussions que ça a sur le chômage, puisqu'on a un taux de chômage stable prévu l'année prochaine de 12% sur la zone euro, 25% dans les pays d'Europe du Sud comme l'Espagne, 50% chez les jeunes, c'est insupportable. Ça ne peut pas durer, ce système est en échec, clairement. Donc, que signifient les politiques concertées? Agnès l'a un peu évoqué tout à l'heure, là j'aurais une petite différence d'analyse avec elle. Il y a la question des relations entre les pays du Nord et du Sud de la zone euro, en caricaturant. Il y a les pays qui ont des marges de manœuvre, qui sont excédentaires au niveau de leurs excédents commerciaux, et des pays qui sont en déficit ou qui ont des problèmes de compétitivité. L'idée, c'est de ne pas faire l'ajustement intégralement par les prix et par les salaires, par la déflation interne, ce qui est catastrophique en termes de pouvoir d'achat et de chômage, c'est d'essayer de faire cet ajustement aussi par des politiques budgétaires et fiscales concernées. C'est-à-dire, en effet, il faut une relance dans les pays du nord de l'Europe, les pays excédentaires, sur la demande interne, pour stimuler la demande interne, sachant que la plupart des pays de la zone euro, en gros, font la moitié de leur commerce extérieur avec des partenaires de la zone euro, donc ça tirera immédiatement la croissance des pays qui sont en difficulté aujourd'hui pour les aider à sortir de la crise. Et regardez, les règles, elles ne sont même pas respectées. Dans le pacte de stabilité, il était prévu que les règles, c'est qu'à partir d'un moment où un pays a 6 à 7% d'excédent extérieur, il doit absolument agir pour corriger ce déséquilibre, parce que s'il y a un excédent d'un côté, c'est-à-dire qu'il y a un déficit de l'autre, et qu'il y a donc des écarts énormes qui se produisent dans la zone euro. L'Allemagne aujourd'hui est aux environs de 7% d'excédent, elle ne bouge pas sur sa politique. Donc il ne faut pas viser un pays en particulier, parce qu'il y a aussi l'Autriche, il y a d'autres pays, mais clairement, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des pays du Sud qui sont obligés de s'ajuster, et qui l'ont fait d'ailleurs assez bien, mais de manière ô combien coûteuse, on pense à l'Espagne, et puis les pays du Nord qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'irai plus loin, je dirais qu'aussi, ce qui a mis l'Europe en difficulté, c'est le laisser-faire en matière de politique industrielle. La seule politique industrielle en Europe aujourd'hui, c'est la politique de la concurrence qui est menée par la Commission européenne. Nous avons besoin de politiques volontaristes et coordonnées en Europe, dans le domaine industriel, mais pas uniquement d'ailleurs, dans le domaine énergétique, dans le domaine agricole, dans l'esprit, d'ailleurs, je le rappelle, des premiers traités européens. Pensons à la politique agricole, pensons à la politique d'aménagement du territoire, pensons à la politique des transports qui a été mise en œuvre dès les premiers traités européens, c'est-à-dire dès les années 60. Or, ceci a été complètement abandonné dans cette optique libérale où on considère que c'est l'ajustement par le marché qui va amener les équilibres. On voit que ça ne se produit absolument pas. Donc là, il y a véritablement besoin d'aller plus loin. Où sont les efforts? Où doivent-ils être mis en œuvre? Je pense qu'il faut faire de l'harmonisation fiscale, doit se substituer à la concurrence fiscale. Concurrence fiscale qui mine notamment les finances publiques et qui, en partie, la responsable des difficultés qu'ont les pays à ajuster leurs comptes publics. Il faut d'autre part que la libéralisation financière outrancière qui a été menée soit remplacée par une politique
de régulation forte. Il y a des réformes en cours, on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment ce dont je parlais d'un instant, c'était l'union bancaire européenne, ça va dans le bon sens, mais c'est totalement insuffisant. Et puis, je terminerai par là, nous sommes face à un défi majeur, qui est la question de la transition énergétique et écologique. L'Europe est l'espace approprié pour mener ces politiques. Pour mener ces politiques, il faut non seulement des investissements privés, mais aussi des investissements publics. Or, il faut que vous sachiez que l'Europe, et la zone euro en particulier, est l'une des régions du monde où le poids de l'investissement public en pourcentage du PIB a le plus baissé, notamment dans les transports, notamment dans les infrastructures. Ce qui est absolument dramatique. Dramatique, non seulement pour les effets à court terme, ça peut avoir sur la croissance, mais à long terme. Ces investissements-là sont porteurs de croissance, et donc là, nous avons une Europe qui marche sur la tête. Je terminerai juste par une considération plus générale, un peu comme l'a fait Agnès aussi, sur la question de la croissance potentielle. Aujourd'hui, il y a tout un groupe d'économistes, et je serais tenté de penser comme eux. Certains vont plus loin, vont assez loin, d'ailleurs je pense au concept de secular stagnation, stagnation séculaire, qui est développé par des économistes comme Larry Summers, comme Krugman, comme Stiglitz même, et d'autres encore, comme Gordon Brown, qui défendent l'idée que, attention, les moteurs de la croissance dans nos économies, et donc c'est pas uniquement en Europe, c'est aussi les États-Unis, sont tels qu'ils ne permettront pas une croissance rapide, disons supérieure à 2 à 3%, en tout état de cause dans les prochaines années, voire les prochaines décennies. C'est la population, la dynamisme démographique qui a baissé, c'est l'essoufflement des gains de productivité probables, envisagés par ces économistes. Et donc, ne comptons pas sur une croissance rapide, comme on a pu le voir dans le passé, pour sortir nos économies de la crise économique et sociale dans laquelle elle est. C'est-à-dire qu'il faut repenser les politiques, repenser toute une série de phénomènes, par exemple comme le partage du travail, le partage des revenus, par rapport à cette question de une croissance relativement lente, à laquelle nous sommes probablement, je dirais pas condamnés, il ne faut pas le prendre d'une manière négative, mais ce qui est devant nous, contrairement à d'autres régions du monde en rattrapage, qui eux ou elles ont des taux de croissance très élevés, comme nous en avons connu dans les années les 30 glorieuses, nous étions nous-mêmes en rattrapage à reconstruction, c'est terminé cette période. Donc il faut penser, il faut souhaiter un minimum de croissance, mais ne nous faisons pas d'illusions, nous n'aurons plus vraisemblablement une croissance rapide. Donc ça veut dire qu'il faut repenser nos logiciels. Les économistes, de ce point de vue-là, doivent se mettre au travail et repenser des modèles de croissance lente avec tout ce que ça implique pour l'emploi, pour les revenus distribués, etc. Et je pense que c'est un vrai défi à la pensée économique et qui n'y est pas préparé aujourd'hui, me semble-t-il. Merci. Merci beaucoup, Dominique Plion. Très intéressant, mais je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, c'est pas réjouissant. Hein. Deux exposés au bord de la déflation, c'est sûr que c'est pas gai, mais c'est très argumenté. Donc, Christian Saint-Etienne, la question c'est est-ce que vous êtes aussi pessimiste et sur quel point faut-il insister? On a vu déjà des points intéressants qu'on discutera tout à l'heure, ce que doit faire la BCE, ce qu'on doit faire au niveau budgétaire, relancer et comment. Donc vous insisteriez sur quoi? Sur quel outil de politique économique pour relancer la croissance dans la zone euro? Bonsoir à tous. Comme les prédécesseurs, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, on a eu deux constats qui n'étaient pas particulièrement réjouissants. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qui vient d'être dit d'une part et surtout partir de l'origine de la crise? En réalité, la crise de la zone euro n'est pas une crise économique, c'est une crise politique. Et si on réglait le problème politique, la crise disparaîtrait instantanément. Vous voyez, j'essaye de répondre au problème de stress de la salle. Alors, pourquoi c'est une crise politique et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème? Bon, la monnaie est quelque chose d'assez récent, puisqu'elle n'existe que depuis 35 siècles à peu près, sur les 3 millions d'années de l'existence de l'homme, et tel que décrivent les paléontologues. Et donc, qu'est-ce qui ressort de ces 35 siècles d'existence monétaire? C'est que la monnaie, qui est le symbole de tout ce qui est le plus matériel possible, puisque quand on veut insulter quelqu'un, surtout en France, on s'intéresse à l'argent par exemple, de fait la monnaie c'est un concept extrêmement sophistiqué. Puisque dans cette salle on doit être à peu près 200, il y a 200
prendre. Pourtant, si je sors un billet de 200 €, après tout le monde sera d'accord sur le fait que ça vaut 200 € et que si je vais acheter une paire de chaussures de 120 €, on me donnera la paire de chaussures et on me rendra 80 €. Ça, c'est un miracle absolu puisque le billet en question, il vaut moins d'1 centime à produire. Donc, on arrive à convaincre tout le monde de ce miracle alors que on est d'accord sur rien pareil. Comment ce miracle est-il possible? Depuis 35 siècles, et derrière une monnaie, il y a toujours un État souverain. Ce sont les États qui battent monnaie. Le problème de l'euro, c'est qu'il n'y a pas d'État souverain derrière, mais il y en a 18. Donc, ça sera ma conclusion. Tant qu'on n'aura pas un État souverain derrière l'euro, il y aura une crise. Et s'il y a un État souverain derrière l'euro, la crise disparaît instantanément. Pourquoi elle disparaît instantanément? Parce que il y a énormément de capital humain en Europe, beaucoup de capital qualifié, beaucoup de capitaux financiers. Donc, s'il y avait des perspectives de croissance, on pourrait investir massivement. Surtout si on fédéralisait un noyau dur de la zone euro, il y aurait des investissements massifs à réaliser en infrastructures physiques et numériques. Il y aurait des investissements massifs en production électrique, optimisation des systèmes. Il faut investir massivement en croissance durable. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, pour la seule France, il y a 30 millions de logements. Si on isolait 500 000 logements par an, c'est entre 300 000 et 400 000 emplois pérennes à créer. Il suppose de former ces gens, ce qu'on ne fait même pas. Donc, ça ne compense même pas la politique. Donc, on voit que c'est d'ailleurs une politique globale qu'il faudrait faire. Donc, le problème fondamental de la zone euro, c'est qu'on a créé cette monnaie sans un État souverain pour lui donner une existence stratégique. Quand il y a une crise mondiale, on dit à la télévision, dans les journaux, les marchés financiers, les financiers se sont tournés vers les États-Unis et ont transféré leurs fonds en zone dollar. Il y a une crise mondiale, pourquoi aller dans la zone dollar? C'est un pays qui a certes des positions viables sur la troisième révolution industrielle, mais par ailleurs il y a d'énormes déficits publics, extérieurs. Qu'est-ce qu'on va faire dans la zone dollar? Qu'est-ce qu'on achète quand on achète du dollar? En réalité, on achète de fait la puissance économique et politique et l'armée des États-Unis. Donc l'Europe souffre de ne pas avoir d'État souverain. Donc, comment est-ce qu'on sort de cette crise? Alors, juste d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, il est évident que ce problème est apparu en 2009-2010 comme dramatique. Un certain nombre d'économistes avaient prévenu qu'il y avait un problème. Moi-même, en mars 2009, dit qu'il y aurait un problème sur l'euro. Je vais parler de la fin de l'euro. Je précise d'ailleurs que je ne suis pas favorable à la fin de l'euro. Je suis fédéraliste européen. Il va y avoir un problème sur l'euro. Le livre a été réédité, il a été publié en allemand, j'ai beaucoup de contacts avec des économistes allemands depuis. Beaucoup d'économistes allemands partagent l'analyse suivante. Alors juste un point avant ça, l'euro a un père qui est Jacques Delors en grande partie, puisque c'est lui qui a présidé la commission qui a rempli le rapport sur l'euro, qui a dû de mémoire apparaître en avril 88. Puis il était président de la Commission européenne au moment. Donc quand la crise est aggravée en 2009-2010, on a eu la chance, puisque Jacques Delors n'était pas mort, et donc on lui a demandé mais comment ça se fait que vous avez créé une monnaie en ignorant les 35 siècles d'histoire, et en ne dotant pas l'euro d'un État souverain. Et Jacques Delors a dit mais on voulait, on n'a pas pu. Les Allemands, les Anglais, les Français n'étaient pas d'accord sur des tas de sujets et on n'a pas pu doter l'euro de l'État souverain. Dans ce cas-là, la question suivante des journalistes, dans le Monde, le Figaro, il y avait un article à l'époque, pourquoi vous avez créé l'euro si vous ne pouviez pas le doter d'un État souverain? Réponse delorienne, merveilleuse, sublime, qui rentrera dans l'histoire, mais qui nous hante. On était convaincus que ça se ferait dans les 3 ans qui suivraient. Il y aurait une dynamique politique qui ferait qu'on créerait l'État souverain. Or, le problème aujourd'hui, c'est que non seulement il n'y a pas d'État souverain derrière l'euro, mais qu'on n'a jamais été aussi loin de cet État souverain. Et le fait,
effectivement, si les risques de déflation dont a parlé Agnès tout à l'heure se vérifiaient, on pourrait connaître à nouveau une crise de la zone. Alors, juste un point supplémentaire, pourquoi c'est important d'avoir un État souverain et ce qui va avec, c'est-à-dire un budget? Parce qu'on sait que quand on crée une zone monétaire entre plusieurs États souverains, entre plusieurs régions, il y a un phénomène économique naturel qui se met en place, qui est la spécialisation des zones économiques. Et donc, certaines zones économiques, plus ou moins aidées par des stratégies ou non, se spécialisent dans les activités à forte valeur ajoutée, d'autres à faible valeur ajoutée. L'intérêt d'un État et d'un budget, c'est de faire la redistribution entre ces zones. Si vous pensez la France comme 22 régions métropolitaines, s'il n'y a pas d'État français et que vous dotez ces 22 régions de la même monnaie, il faut d'ailleurs dire que l'Île-de-France devient instantanément la 8 ou 9e puissance de l'Europe, et le niveau de vie du Limousin est divisé par 5. Puisque c'est peu connu, mais le Grand Paris potentiel, qui d'ailleurs n'existe pas, est en fait une machine à produire de la richesse. Et donc l'Île-de-France, c'est 29% du PIB de la France, mais 22% de ses revenus. Les 7 points de PIB de surplus sont redistribués par l'intermédiaire du système de protection sociale aux autres régions françaises. Si on avait eu un État souverain et un budget, il n'y aurait pas eu de crise entre l'Allemagne et la Grèce, puisqu'il y aurait eu, par l'intermédiaire du budget, une redistribution naturelle de l'Allemagne vers la Grèce, de la même façon que ça fonctionne à l'intérieur des 50 États américains. S'il n'y avait pas de budget fédéral aux États-Unis, on aurait la même crise ici. Parce que dans les 50 États américains, vous avez des Grèces, des Allemagnes, des Grèces, des Allemagnes, des France et des Italiens. Donc, tant qu'on ne résoudra pas la crise politique, on aura des discussions techniques, mais qui n'auront qu'une portée limitée. D'autant plus que du fait de ce mouvement naturel vers la spécialisation, se sont créées, pour faire simple, 2 zones à l'intérieur de la zone euro, 2 sous-zones. Une constituée, pour faire simple, de 5 États du nord de la zone, qui sont les 3 du Benelux, l'Allemagne et l'Autriche, et les 5 du sud, que sont France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce. Et quelle est, du fait de cette spécialisation, au bout d'une douzaine d'années, quand éclate la crise de 2009-2010, la caractéristique, l'effet de cette spécialisation, c'est que la part de la production industrielle dans les 5 du Nord, qui a un peu baissé d'ailleurs, comme dans l'ensemble des pays développés, compte tenu de la montée des pays émergents, mais la part de la production industrielle dans le PIB des 5 pays en question est restée autour de 18 points de PIB. La part de la production industrielle dans les 5 du Sud, que j'ai nommé tout à l'heure, est tombée à 13 points de PIB, il y a un écart de 5 points de PIB. Et dans les 5 du Sud, le plus désindustrialisé, c'est nous, puisque nous sommes tombés à 10 points de PIB. Le fait d'ailleurs, sur les 15 dernières années, nous sommes le pays qui s'est le plus désindustrialisé, la part de l'industrie a laissé 30% en PIB. Et ce que l'on note, c'est que corrélativement, on a perdu plus de 40% de part de marché à l'export. Et c'est là où, après avoir pris conscience que créer une zone monétaire sans un État souverain, ça ne peut pas fonctionner durablement. D'ailleurs, sur les 35 siècles dont je parlais, il n'y a aucun exemple durable de souveraineté. Il n'y a aucun exemple durable de divergence entre souveraineté monétaire et souveraineté politique. Donc, soit un des États de la zone prend le contrôle politique des autres, soit la zone explose. Donc, on a 2 sous-zones qui se sont constituées du fait de ces mécanismes normaux de spécialisation à l'intérieur d'une zone en l'absence d'un État et d'un budget. Aujourd'hui, il y a un écart considérable de part de production industrielle. Alors, quelques points encore complétés rapidement. On pourrait se dire, mais l'industrie, d'ailleurs il y a des gens qui écrivent aujourd'hui l'industrie, ça ne sert plus à rien, on est dans les services. Sauf que si de fait les pays développés sont à plus de 80% des économies de services, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, donc si nos économies sont à plus de 80% des économies de services, plus de 80% des exportations mondiales hors énergie et matières premières sont des exportations de produits industriels. Alors, évidemment, on a tout un discours actuellement sur la désintégration des chaînes de valeur, mais de facto, dans les statistiques de l'OMC en 2013, on est toujours avec cette situation que j'appelle le paradoxe des 2 fois 80%, alors que nous sommes à plus de 80% des économies de services,
de 80% des exportations au monde mondial, hors énergie et matières premières, sont des exportations industrielles. Donc, conclusion, si vous n'avez plus d'industrie, pour faire brutal, vous n'avez plus d'export. Donc, imaginez que alors vous avez tous, bien sûr, en l'esprit, que la France est collée avec un déficit extérieur de plus de 2 points de PIB depuis 5 ans. On ne peut pas le résoudre, on ne peut pas le réduire. L'Italie et l'Espagne, qui avaient un déficit extérieur, l'ont réduit par la rétraction de la demande interne, pour ce qui est de l'Espagne, par la baisse des coûts de production et l'évolution des prix relatifs qu'a évoqué Agnès. Il y a donc un redémarrage des exportations pour l'Espagne. Et donc, ces deux phénomènes ont fait que l'Espagne et l'Italie sont revenus à l'équilibre extérieur, mais avec des niveaux de dépression interne considérables. Et la France, qui n'a pas fait l'ajustement de sa sphère publique, qui s'est violemment désindustrialisée, n'est plus en capacité de rétablir son compte extérieur, sauf à entrer dans un processus à l'espagnol. Donc ça, c'est le point de départ. Et il est incontournable. Et donc, c'est pour ça que j'ai évoqué cette situation, ce point d'entrée, où j'ai dit, c'est une crise purement politique. On a voulu créer une monnaie sans un État souverain derrière. Si demain, on avait la capacité politique de faire apparaître un noyau dur fédéral à l'intérieur de la zone euro, la crise disparaît instantanément, à la seconde même où on annonce qu'on fait ça. Or, juste dernier point, est-ce que dans le contexte actuel, on voudrait se fédéraliser à l'intérieur de la zone euro? La réponse est non. Surtout que le seul endroit où on parle de sortie fédérale, paradoxalement, c'est en Allemagne. Qui parle de sortie fédérale? C'est le grand patronat allemand. Pourquoi le grand patronat allemand parle de sortie fédérale? C'est parce qu'ils réfléchissent à 15 ans. Et ils se disent, où est-ce qu'on vend notre camelote aujourd'hui? En Chine. Est-ce qu'on va vendre encore notre camelote dans 15 ans en Chine? Pas sûr. Donc, de fait, quel est notre véritable marché intérieur? L'Allemagne, réduction de population. Notre véritable marché intérieur, c'est Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal. Donc, nous devrions constituer un noyau dur qui, de fait, si on réunit ces 9 pays, les 3 du Benelux, l'Allemagne, l'Autriche, France, Italie, Espagne, Portugal, ces 9 pays font 300 millions d'habitants. Si on les fédéralise, c'est instantanément la première puissance industrielle et commerciale du monde, la deuxième puissance économique, et elle est devant la Chine et juste derrière les États-Unis, et ça change la géostratégie mondiale. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on ait envie de fédéraliser ce noyau dur? Et c'est là où on revient à un problème politique. Est-ce que les Allemands voudraient se fédéraliser avec le seul pays jouant un rôle central de ce noyau dur à construire, qui serait la France, qui n'arrive pas à se réformer? Donc, de la capacité de la France à se réformer intelligemment dépend la constitution de ce noyau dur fédéral, qui serait la solution politique à la crise dans laquelle nous sommes. Crise très grave, parce que, Dominique en a parlé, mais pour être encore plus brutal, à fin 2014, la zone euro aura toujours un PIB inférieur à celui de 2007. C'est la crise économique la plus grave en temps de paix depuis la première révolution industrielle. Donc c'est une crise d'une violence inouïe avec un niveau de chômage insupportable. Donc la question, c'est qu'est-ce qui donnerait envie, au fond, une des réponses stratégiques actuelles, c'est qu'est-ce qui pourrait donner envie aux Allemands, en l'occurrence le peuple et le système politique allemand, d'aller dans la direction souhaitée par le haut patronat allemand, qui évidemment aujourd'hui rase les murs, parce que c'est très facile pour les populistes allemands de dire on ne va pas s'allier avec les Français, on ne va pas partir à la retraite à 65 ans pour payer la retraite à 60 ans des Français, c'est ce qui est titré dans la presse, Bild et autres. Donc, si on veut que cette réponse, cette sortie par le haut politique advienne, il faudra que la France se réforme. Alors évidemment, il y a des réponses dégradées, plutôt que l'État fédéral. J'avais déjà écrit en 2009, mais il y a 3 conditions de substitution de l'État fédéral. C'est un gouvernement économique, un budget de la zone euro. Donc de ce point de vue, pour les étudiants, on serait très attentif dans les années qui viennent entre ceux qui veulent que l'euro perdure, ils vous parlent d'un budget de la zone euro, ceux qui veulent que l'euro crève, ils parlent d'un budget de l'Union européenne. On s'en fout du budget de l'Union européenne. Il serait réduit à un demi-point de PIB, ça n'a aucune importance. En revanche, il faut un budget de la zone euro, 3, 4, 5 points de PIB.
Ça, c'est clair. Voilà ce que je voulais dire, c'est une crise intrinsèquement politique et il n'y aura pas de sortie autre que politique. Merci beaucoup aux trois invités. Moi, il y a vraiment des points communs de ce que vous avez dit. D'abord, c'est effectivement pas très réjouissant. Mais au-delà de ça, on comprend bien l'erreur qui a été faite dans un monde unique, c'est d'avoir mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, comme Christian l'a rappelé, d'avoir lancé une monnaie sans état souverain derrière. Alors, la question, effectivement, une fois qu'on a fait le diagnostic, passons un peu plus loin à la réflexion. Et j'aimerais poser la question qui va animer la campagne électorale des européennes, c'est certes l'euro a échoué parce qu'on n'a pas réussi à faire une union politique. Est-ce que la meilleure solution, ce n'est pas de casser l'euro? Et aujourd'hui, alors on n'a pas invité de partisans de la sortie de l'euro à cette table, donc je pose la question à sa place. La question est posée par des dirigeants politiques, Marine Le Pen, elle est posée par des patrons, Philippe Dillin, elle est posée par certains économistes, même s'ils sont minoritaires. Donc je pose la question, est-ce que quel serait le prix d'une sortie de l'euro? Agnès Benassi-Kéré, est-ce que beaucoup d'économistes disent que ce serait une catastrophe? Est-ce que finalement ce ne serait pas une solution de sortir si on est incapable de fédérer politiquement la zone euro? Merci. Moi, je ne pense pas que l'euro ait échoué bizarrement. Je pense que l'euro a réussi d'une certaine manière. Pensez à la crise de 2008, la précédente crise. Qu'est-ce qui se serait passé si nous avions été dans un régime qu'il y avait avant, le système monétaire européen? Il y aurait évolué en éclat. On aurait eu la guerre des monnaies à l'intérieur de l'Europe. Parce que tous ceux qui sont pour la sortie de l'euro, qu'ils aillent parler aux artisans dans le sud-est qui sont très remontés contre l'euro. D'accord? Quand l'Italie aura dévalué de 30%, on en reparle. On en reparle parce qu'on va marcher, parce qu'ils auront la concurrence directe des artisans italiens. C'est ça la sortie de l'euro, c'est la guerre des monnaies en Europe. Donc je pense que de ce point de vue, l'euro a réussi. On a passé la première crise avec une banque centrale qui était incroyablement aidante pour les banques. On n'a pas eu de crise bancaire. On avait eu un moment où le Danemark a dit que finalement, on aurait peut-être dû penser à rentrer dans l'euro. Bon, ça aura passé après. Et donc, je pense que de ce point de vue, on peut pas. Enfin, il y a pas des éléments positifs. Donc, il faut quand même rappeler. On a eu aussi le taux d'intérêt incroyablement bas. On n'a pas su l'utiliser, mais on a eu des taux d'intérêt incroyablement bas par rapport à la période antérieure. On a eu aussi une convergence des prix vers le bas, donc des gains de pouvoir d'achat. On n'a pas vu dans les supermarchés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas capable de faire la réforme structurelle de manière à donner aux consommateurs les bénéfices de l'euro. C'est ça le problème. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus une crise des politiques économiques. C'est plutôt des gouvernements qui n'ont pas compris qu'on avait changé de régime, qui n'ont pas compris qu'il y avait effectivement avec l'économie unique une force de divergence et qu'il fallait avoir une politique beaucoup plus volontariste. Une bulle immobilière, ça peut s'arrêter. On peut avoir des politiques volontaristes, réglementaires, pas seulement budgétaires, réglementaires, qui permettent de ralentir une bulle immobilière, il faut de la volonté. Marie Montier a une formule très, très bien, je trouve, sur l'Eurogroupe, en disant c'était un club de personnes trop polies. Vous voulez faire du déficit, mais allez-y, je vous en prie. Voilà, c'était ça. Et ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est plutôt l'architecture politique à côté de l'euro qui n'a pas fonctionné. Mais je ne dirais pas que l'euro en soi est une catastrophe. Et par rapport, pour revenir un tout petit peu à ce que disait Christian Saint-Etienne, moi je suis d'accord qu'il y a un défaut de conception qui est, ça correspondait au maximum qu'on pouvait faire à l'euro de Maastricht, mais de ne pas avoir fait un gouvernement de l'euro exécutif, contrôlé par le Parlement, qui puisse prendre des décisions discrétionnaires. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait pendant la crise, c'était un gouvernement par les règles, on rajoutait des règles qui existaient, une sorte de pilotage automatique, avec plus ou moins la commission qui décide, on ne sait pas trop quel est son statut. Et puis, de l'autre côté, des réunions qui durent la nuit entière, qui continuent le matin. On ne peut pas faire comme ça, c'est pas possible. Il faut quand même. La certitude existera toujours, les crises en aura d'autres. Et donc, il faut qu'on s'organise de manière à faire face à l'imprévu. La prochaine crise sera différente. Voilà. Je voudrais l'avis de Dominique Pignon là-dessus. Vous êtes très critique, mais pour autant, vous ne préconisez pas la sortie de l'euro. Est-ce que ce serait la catastrophe? Les risques sont absolument considérables, je pense. C'est-à-dire que tout dépend du contexte dans lequel ça se produit. Supposons un pays, supposons la Grèce, au hasard, ou presque. Supposons que la Grèce décide de sortir de la zone euro.
elle pourrait éventuellement gérer sa sortie si ça se faisait, c'était une sortie coopérative et ordonnée. C'est-à-dire si les autres pays de la zone acceptaient d'aider ce pays et ne pas le considérer comme un pays concurrent ou en tout cas un pays ennemi en quelque sorte. Elle continuerait d'avoir des politiques coopératives à son égard. Mais il y a un risque absolument considérable. Le risque, il est notamment sur le système bancaire et financier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un pays, même si c'est un petit pays, sort dans des conditions pas trop mauvaises, immédiatement on va avoir un effet de contagion tout à fait important. Voilà. Ce que je voudrais rajouter par rapport à la question, peut-être, il y a plusieurs façons de voir la réponse à casser l'euro. Par rapport notamment à ce que vient de dire Agnès Benassi. C'est que Agnès dit oui, c'est une réussite. Mais je pense qu'il y a quand même une partie d'échec. Pas au sens de partie d'échec du jeu, une partie d'échec au sens de quelque chose qui n'a pas bien marché et qui montre dans quelle direction on pourrait s'acheminer pour réformer le fonctionnement de la zone euro. C'est qu'il y a une hétérogénéité extraordinairement importante des pays. Reprenons le cas de la bulle immobilière en Espagne. Le problème, c'est que la Banque Centrale Européenne, avec sa politique globale, politique unique, marché unique, laisse faire et ne prend pas en compte le fait qu'il y a des pays qui ont des... Nous, on n'avait pas de bulle aussi importante, l'Allemagne non plus, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer une politique beaucoup plus décentralisée, prenant en compte les spécificités des pays, et par exemple, quand un pays a une bulle, en effet, ça rejoint la question de l'Eurogroupe, avoir une politique qui permette en effet d'enrayer la bulle dans un pays particulier où véritablement il y a un problème. Ça veut dire que, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une Europe, je fais écho à ce que disait Christian à l'instant, une Europe de type confédéral, dans le domaine monétaire en particulier. C'est-à-dire, confédéral, c'est quoi? Il y a une autorité, mais il y a une décentralisation forte, c'est-à-dire des pouvoirs qui restent au niveau de l'application des politiques dans les différents États pour prendre en compte les spécificités. Comment arriver à marier finalement la possibilité d'avoir une monnaie unique et la possibilité de prendre en compte les différences. Juste une variable qui a joué un rôle majeur dont on parle très peu, c'est le taux d'intérêt réel. Quand on voit qu'on a eu une politique de taux d'intérêt unique, par définition avec une monnaie unique, mais que nous avions des taux d'inflation extraordinairement différents d'un pays à l'autre, disons 1% d'inflation pour aller vite dans les 10 premières années de création de la zone euro, et 2, 3, 4% dans les pays d'Europe du Sud. Taux d'intérêt réel très faible, voire négatif dans ces pays, d'où l'explosion de l'endettement des ménages, d'où la bulle, alors que dans les pays du Nord, non, au contraire, tout s'est bien passé parce que le taux d'intérêt réel était élevé. Ça montre que la politique unique en matière de taux d'intérêt ne fonctionne pas quand il y a hétérogénéité des pays et qui n'est pas prêt de disparaître. Donc un État souverain, oui, moi je suis complètement d'accord avec cette idée qu'il faut un État souverain, mais aussi il faut des politiques prenant en compte les différences entre les régions. Et d'ailleurs, quand on regarde comment fonctionnent les fédérations, que ce soit la fédération allemande, la fédération américaine, on voit qu'il y a précisément des politiques qui permettent d'ajuster les différences. Il y a les transferts, on parlait de questions de type budgétaire, mais il n'y a pas que ça, il y a peut-être aussi des instruments à adapter en prenant en compte les différences entre les pays. Et par exemple des politiques prudentielles de régulation, de lutte contre les emballements spéculatifs, emballement du marché du crédit, c'est tout à fait possible. Dans le rapport que nous avons rédigé justement pour le Conseil d'analyse économique, c'est une de nos préconisations, de nos propositions. C'est de dire qu'il faudrait des instruments qui prennent en compte les différences entre les régions, entre les pays. À ce moment-là, on aurait une politique beaucoup plus équilibrée et on n'aurait pas les distorsions monumentales qui se sont produites et qui ont abouti notamment à la crise espagnole. Autre point, Christian, je vous interrogerai là-dessus, c'est sur le budget, parce que Dominique Pillon parlait d'une relance budgétaire, c'est vrai que dans sur le papier, j'en parlais entre pays. Tout à fait, mais sur le papier, tout paraît très clair. Il faut une relance budgétaire, que les pays à l'excédent relancent pour ceux qui sont en déficit. Il faut cesser les politiques d'austérité parce que c'est absurde de faire l'austérité tant que la croissance n'est pas repartie. Le diagnostic des économistes, il est partagé, c'est un peu transparent. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi on n'arrive pas à convaincre notamment les Allemands de le faire? Et là, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité de certains États, notamment de la France, qui fait que souvent certains États ne sont pas pris au sérieux et qui font qu'on n'arrive pas à convaincre ceux qui devraient le faire? Alors, juste avant de répondre à cette question, juste un mot sur la question précédente. La sortie de l'euro pour un État faible est impossible. C'est ce qu'a montré la crise de la Grèce, l'Espagne, l'Irlande. Pourquoi? Parce que sous réserve que vous payiez votre dette vous-même, si vous sortez de la zone euro, mais que, mettons, vous avez une dette qui fait 100 points de PIB, que vous introduisez une nouvelle monnaie qui se dévalue, mettons, 50% par rapport à l'euro, vous doublez votre dette.
Donc les États faibles ne peuvent pas quitter l'euro. C'est pour ça que les pays du Sud ont payé le prix sans limite. Juste d'ailleurs sur ce point par rapport à ce que disait Agnès, l'euro est un succès technique, mais un échec politique. Et on verra, c'est une course entre les deux, lequel des deux va rattraper l'autre. Est-ce que sur la base du succès technique, on arrive à faire l'euro politique qui résoudra les problèmes, ou est-ce qu'un éventuel échec technique mettrait tout en l'air? Qu'est-ce que pourrait être cet échec technique s'il y avait vraisemblablement une attaque contre la dette de la France? Et de fait, juste sur ce point, je disais que j'avais des contacts avec pas mal d'économistes allemands. Vous avez un grand nombre d'économistes allemands qui travaillent sur une éventuelle sortie de l'Allemagne de la zone euro, parce qu'en revanche, un pays fort peut sortir. Alors ça a un coût terrible pour l'Allemagne, on a déjà évalué entre 600 et 700 milliards d'euros. Mais si la France plongeait, qu'elle fasse replonger le Sud, la dette cumulée des 4 pays du Sud, France, Italie, Espagne, Portugal, c'est plus de 2 fois le PIB de l'Allemagne. Donc à un moment donné, le chancelier d'Allemagne, quel qu'il soit, aurait le choix entre contre-garantir 2 fois le PIB de l'Allemagne en dette de pays du Sud, on imagine l'impact pour les provinces allemandes, ou payer une fois pour toutes le prix de la sortie et régler le problème de cette façon-là, ce qui sera un échec politique majeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc, il n'y a pas la construction politique qui assure la survie à long terme de l'euro. C'est un succès technique, mais à quel prix? On vient quand même de se payer 7 années de crise interne insupportable dans le sud de la zone euro pour assurer ce succès technique en réalité. C'est le prix, cette crise sociale du sud de la zone euro, c'est le prix de l'absence d'un État politique européen. Donc, dans ce contexte, faut-il relancer? Non. Il faudrait relancer dans le Nord, mais comme Agnès l'a dit, les Allemands prennent très au sérieux les contraintes qu'ils se sont données, donc ils ne relanceront pas par le budget. Donc il faudrait relancer par les salaires. Mais à ce moment-là, les Allemands vont vous dire ça ne dépend pas de nous, ça dépend des entreprises qui veulent rester compétitives. Comment en sortir? Personnellement, je ne vois pas de sortie autre à un moment donné que la mise en place d'un budget de la zone euro qui deviendrait le support d'une relance par des infrastructures européennes. Les États individuels ne peuvent pas emprunter. Les États du Sud, Agnès l'a rappelé, continuent de s'endetter. Leur dette est autour de 100 points de PIB en moyenne et augmente. Celle de la France aussi. Les pays du nord de la zone qui auraient des capacités de dépenser plus ne veulent pas le faire. Donc la seule possibilité serait de créer un budget de 2 ou 3 points de PIB de la zone qui aurait pour mission de faire des investissements en infrastructures physiques, énergétiques, passage dans la croissance durable qui serait bénéfique pour l'ensemble de l'Europe. Mais la première fois, alors ça c'est les économistes parlent de la nécessité d'un budget depuis 2008-2009, donc 6-7 ans. La première fois qu'un officiel en a parlé, c'est Van Rompuy en octobre 2012. Il a dû faire sa déclaration à 16h un jour de semaine, et à 17h, Mme Merkel a dit non, il n'y aura pas de budget de la zone euro. Donc elle peut répondre extrêmement rapidement sur les sujets. Donc pourtant, c'est le point fondamental. Donc à un moment donné, il faudrait qu'est-ce que serait une sortie de crise? Il faudrait un sommet secret où on se regarde entre 4 yeux, entre Français et Allemands, et on dise aux Allemands quelles seraient les réformes qu'il faudrait faire en France pour que vous acceptiez de créer un budget de la zone euro. Et à ce moment-là, on pourrait reconstruire quelque chose. Agnès, vous voulez rajouter quelque chose sur le budget de la zone euro? Parce que dans le groupe Eiffel, dont vous faites partie, c'est un groupe qui vient de se lancer, qui milite pour une construction politique de l'euro. Donc au programme est ce budget. Est-ce que vous êtes plus positive? Alors, oui, non, je suis moins positive que Christian quand il dit créons un État souverain zone euro et la crise disparaît instantanément. Je ne crois pas, sauf si, et je pense que c'est très improbable, sauf si on mutualise toutes les dettes. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Dans la tête, voilà. Donc il restera des dettes nationales, et ces dettes nationales, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est un point.
on va se éventuellement. Petite parenthèse, si la Grèce sort de la zone euro, bien entendu une drachme, elle a le droit, dans le jour où la dette a été émise nationalement, elle a le droit de la drachmiser, comme on dit, c'est-à-dire de la rembourser en drachme. Je pense que le risque ne vient pas vraiment de là, le risque vient plus de dette privée, parce que là, pour le coup, les acteurs privés qui sont endettés, eux, c'est au cas par cas, on va rentrer dans des négociations, ils vont imaginer les grands et les petits, ils n'ont pas tout à fait le même traitement. Et l'autre point, c'est qu'évidemment, comme la forme bien dit Dominique, l'État ne remboursera pas autrement sa dette quand on imprime des billets, et donc il imprime des billets, et donc ça crée l'inflation, et l'inflation, on sait sur qui ça tombe. Ça tombe sur les... En période de déflation, c'est un peu difficile. Alors, la période de C'est ce qu'on dit depuis très longtemps, on émet des liquidités en abondance, pas d'inflation. Il faut regarder l'inflation différemment. Ça dépend, c'est le cadre du cadre de la politique monétaire. Le cadre de la politique monétaire qui part à volo, là c'est... Pourquoi tu dis que les Grecs peuvent drachmiser leur dette? S'il y a des débits, Ben non, tu auras des fonds vautours américains qui diront vous avez emprunté 1 euro, vous remboursez 1 euro, il n'y a qu'à voir ce qu'ils font à l'Argentine. non, je crois pas. Ça, c'est un vrai sujet, parce que justement, ça fait partie déjà des arguments de campagne de ceux qui sont pour la sortie de l'euro. Mais enfin, moi, c'est pas parce que. Enfin, moi, je suis contre la sortie de l'euro, mais bien que je pense que la Grèce. Non, mais c'est un vrai débat, c'est pas gagné, c'est-à-dire ça. Le risque est juste ailleurs, mais il est là quand même. Et en tout cas, c'est totalement faux de dire qu'on peut développer l'euro de manière ordonnée, comme je pense certains. Ça serait forcément le bazar complet. Un mot sur le budget. Alors, sur le budget de la salle, il est déjà 24. Sur le budget, donc, le groupe Eiffel s'est exprimé en faveur d'un budget zonant, mais il faut voir ce que ça recouvre. Ça recouvre quand même un changement de traité, puisqu'il faut étayer un budget, il faut forcément des ressources propres, ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire des impôts de la zone qui se substitueraient à des impôts nationaux. Il faut d'ailleurs que ce soit très clair. Et après, il faut savoir à quoi ça sert. Alors, Christian Saint-Etienne a parlé de, en fait, sans employer le mot, parce que c'est un mot qui fait peur, il a parlé du non-transfert, en fait. Il a parlé du fait que le cœur de l'euro pourrait compenser la périphérie qui aurait du mal à suivre en termes de croissance. Et je pense que ça va être extrêmement difficile d'aborder le sujet sous cet angle-là. L'angle qui est un tout petit peu plus consensuel, même si on est dans la nuance, parce que rien n'est consensuel, c'est l'angle de la stabilisation. Donc, avoir un petit budget zone euro qui, par exemple, permette de mettre en place un pilier de financement, enfin, un pilier européen de l'assurance chômage, centré sur la partie du chômage qui n'est ni du très court terme, c'est pas la peine de s'occuper des étudiants qui sortent de leurs études, ni du long terme, parce que ça, c'est des problèmes structurels, mais entre les deux. Il ne faut pas se faire d'illusions, l'impact en termes de stabilisation directe est faible. Il est faible aux États-Unis avec un budget fédéral qui fait 20 points de PIB. Donc si on prend 2 points de PIB dans zone euro, on divise par 10 et on aura très peu de stabilisation. Là où c'est intéressant à d'autres égards. C'est intéressant dans la mesure où ça pourrait être un peu un catalyseur pour d'autres éléments de stabilisation qui sont plus puissants, qui sont d'une part le marché du crédit et l'intégration financière. Et là, on voit quand même dans les discussions sur l'union bancaire, on n'a pas tellement parlé, mais qu'on a quand même un problème, que le fonds de résolution, il avait 8 ans à être alimenté, et au bout de 8 ans, c'est encore insuffisant. Donc, il y a un vrai problème de stabilité financière. Et le marché du crédit, également, on a des États qui, justement, au moment où ils ont besoin de s'endetter, c'est justement au moment où les marchés ne veulent pas l'endetter. Donc, on a un problème. Et par ailleurs, on a la mobilité du travail, qui est handicapé en Europe, pas seulement par les problèmes culturels, mais aussi par des problèmes tout à fait concrets, d'absence de portabilité des droits sociaux, par exemple. Donc on peut imaginer un package qui, avec ce projet d'union budgétaire, enfin de budget zone euro, soit un peu un vecteur de cette fameuse union sociale, Europe sociale, dont on n'a jamais été capable de mettre à contenu. Qui suppose une harmonisation minimum des marchés du travail. Bon, il faut avoir conscience en France que ce n'est pas une convergence des autres pays vers nous. Donc il va falloir qu'on mette en cause un certain nombre de nos institutions de marché du travail qui ne font rêver personne en Europe, il faut en avoir conscience. Moi je pense que ça pourrait être un catalyseur pour activer d'autres éléments de stabilisation importants de la zone euro, mais en soi tout seul, c'est pas très porteur. Notamment, alors c'est encore moins porteur si on veut que le budget soit en équilibre
équilibre à tout moment, parce qu'à ce moment-là, l'élément de stabilisation est tout petit. C'est un peu mieux si on autorise les eurobonds, mais c'est un autre sujet. Merci. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui, monsieur, est-ce que vous pouvez me porter un micro? Oui, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la drachmisation de la dette. Je pense que ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle en droit international l'ex monetae, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas, ce qui compte, c'est le droit du contrat de dette. Et c'est-à-dire que si si la Grèce sort de l'euro, récupère la drachme, et ben, elle paiera sa dette en drachme à hauteur de 1 euro pour un drachme, je sais pas comment dire. Et du coup, pour la France, je crois que c'est 97% de la dette qui est constituée en droit français. Donc même en cas de sortie de la France de l'euro, elle aura une augmentation de la dette que sur la part de 3%. D'accord, tout le monde est d'accord, mais ça enlève le problème que vous avez mentionné sur le secteur privé. Mais du coup, la sortie de la Grèce, ça va pour nous, parce que c'est nous qui maintenant portons. L'essentiel de la dette grecque est détenue par le secteur public aujourd'hui. Et donc, nous avons 20%, en grosso modo, de code-part. C'est un peu plus normal pour la France. Oui, mais pour le secteur privé, mais j'ai envie de dire, comment dire, quand ils ont acheté de la dette, ils le savent que il y avait une déclaration de M. Draghi, je crois, à la BCE, qui a expliqué que les spreads, donc les différentiels de taux sur les obligations d'État, étaient basés sur 3 critères. Un critère de liquidité, donc le risque, le fait que vous ne puissiez pas utiliser votre argent, un risque de crédit, le risque que l'État fasse défaut, et un risque de taux de change, qui a fait un petit peu une petite bombe à la BCE quand même, parce qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils parlent des taux de change alors qu'on a tous la même monnaie. Donc ce qui veut bien dire que les marchés considèrent déjà et pricent déjà la sortie et l'éclatement de la zone euro, donc ils l'ont pricé, donc ils font ce qu'ils méritent un peu. Oui, sauf que Draghi immédiatement a relancé l'OMT, et l'OMT c'est une manière d'éliminer ce risque de change justement. Donc il a contrôlé en même temps. Okay. Et je voulais pas vous dire que dans le secteur privé, le problème est identique. Les entreprises qui sont endettées en grec, qui sont endettées en euros, on devrait rembourser en euros là pour le coup. Donc vous imaginez les dégâts que ça pourrait faire. Je pense que c'est plutôt là le risque. Laura, on est très vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Martine Paramora, de l'Est Paris. Je voulais savoir si vous ne pensiez pas que le désamour de la population vis-à-vis de l'Europe ne tient pas au fait que, pour répondre à cette question, la zone euro doit être-t-elle une zone de croissance? On parle beaucoup de politique, de régulation, mais en fait très peu des entreprises. On ne s'intéresse pas trop à elles, on ne leur demande pas quels sont leurs besoins, peut-être leurs contraintes. Et donc la population se dit que les préoccupations des entreprises et les leurs, en termes de travail et de salaire et de pouvoir d'achat, c'est assez éloigné en fait de ce qui se passe un peu loin d'eux. Qui répond? Non, je ne pense pas que les entreprises soient loin de ce qu'on a évoqué ce soir. C'est une contrainte de la politique stratégique des entreprises. Les entreprises espagnoles sont complètement marquées par les conséquences de ce qui se passe dans la zone euro. Et si demain on redonnait des perspectives de croissance, en France ou ailleurs, on aurait, je pense, des entreprises qui réinvestiraient de façon importante, parce qu'on est en train de redécouvrir qu'il y a un europécilisme fort, mais de fait, les 300 millions de la zone fédérale potentielle dont je parlais, ou les 500 millions d'habitants de l'Union européenne, doivent représenter plus d'un cinquième du pouvoir d'achat de la planète. C'est malgré tout la zone politique la plus stable. Donc si on redonnait des perspectives de croissance, soit à la zone euro et de fait à l'Union européenne, on aurait des entreprises qui réinvestiraient en Europe, je pense. Donc on n'a pas prononcé le mot entreprise ce soir, mais de fait, elles sont dans notre...
c'est l'obsession de ceux qui fixent la politique économique, c'est de créer les conditions d'un développement des entreprises et de l'emploi. Sur ce point, je pense qu'il y a aussi un dysfonctionnement de la zone euro et qui nuit aux entreprises directement. C'est le fait qu'on n'ait pas activé, par exemple, la Banque européenne d'investissement, ou très peu. La Banque européenne d'investissement, normalement, doit investir. Et or, en fait, de facto, son objectif, c'est de maintenir sa notation AAA. Quand elle s'engage. Or, ces actionnaires ne sont plus AAA. Et donc, pourquoi la BEI ne maintient le AAA? Je pense que vous avez la question. Si elle lâchait un peu sur cet objectif-là, elle pourrait traiter de manière un peu plus risquée, notamment par exemple racheter les portefeuilles de crédit aux PME titrisés, ou les garantir pour que la BCE puisse ensuite les acheter, qui sont aussi des projets qui doivent normalement bénéficier aux PME. Et ça, c'est des choses qui sont bloquées. Je suis d'accord avec toi, mais la BEI, la Banque européenne d'investissement, est totalement sous-dimensionnée par rapport aux besoins. Ce que tu dis, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faudrait lui donner une dimension beaucoup plus importante. Donc, même si elle faisait ce que tu dis, c'est qu'elle acceptait de ne pas être notée AAA, ça ne changerait pas grand-chose compte tenu de la modicité des moyens dont elle dispose. C'est un peu comme en France, d'ailleurs, c'est un autre domaine, mais la banque publique d'investissement qui est totalement sous-dimensionnée par rapport aux besoins, par rapport aux PME notamment que l'on mentionnait. Donc c'est pas à la hauteur des enjeux. Et puis là, pour le coup, pourquoi faut-il la BEI pour que la BCE intervienne? Elle peut intervenir directement en prenant comme collatéral dans une situation de crise des crédits des entreprises. Elle peut le faire. Mais ça c'est vrai, mais si elle prend en collatéral, la question c'est pourquoi est-ce que les banques ne prennent pas? C'est pas parce qu'elles n'ont pas de liquidité, la preuve c'est qu'elles la remboursent, c'est parce qu'elles n'ont pas de bilan. Et donc se débarrasser de ces crédits-là permettrait de nettoyer leur bilan. Oui, le flot que la banque centrale. Oui, mais c'est en les vendant, pas en les mettant en collatéral. On vous laisse. Christian, vous avez fini? Non, sur ce point, je voulais simplement dire que si on fait parallèle avec les États-Unis, c'est la Fed qui a mené cette politique directement. Et la raison pour laquelle la BCE ne peut pas le faire, on le sait, c'est parce que les Allemands, justement, considéraient que c'est une déclaration de guerre de faire ça, puisque la BCE, qui est d'une certaine façon dans la tradition monétaire allemande, se mettrait à racheter de la dette espagnole ou italienne, ce qui pour eux, c'est carrément le diable qui prend le contrôle de la politique monétaire allemande. C'est insupportable. En revanche, s'il y avait... alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'ai dit à plusieurs reprises que la solution idéale, c'est l'État fédéral. Le substitut à la solution idéale, c'est un trinôme constitué d'un gouvernement économique, d'un budget fédéral de la zone, et malheureusement pas d'une harmonisation fiscale et sociale, mais d'une coordination fiscale et sociale. Effectivement, on devrait aller vers des minima fiscaux. Il n'y a aucune raison qu'on ait prêté 75 milliards d'euros à l'Irlande pour qu'elle continue de nous faire concurrence avec un taux d'IS à 12,5. Donc je pense que ça ne choquerait personne si on disait que la fiscalité sur l'épargne et l'IS pourrait être avec un minimum de 20% dans l'ensemble de l'Union européenne. Si des États veulent être à 40, ils se mettent à 40. Mais si étant à 40, ils baissent à 30, il ne faut pas que ceux qui soient à 20 baissent à 10, sinon ce n'est pas supportable. Donc il faudrait aller vers un minimum de ce type, quitte à avoir au départ une situation transitoire, même sur une distance très longue, durée de temps très longue, pour des pays qui sont en dessous de ce minimum. Mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir une redistribution très importante au sein de l'Union européenne, avec des pays qui font une concurrence fiscale et sociale. Je rappelle qu'aux États-Unis, les 50 États américains ne se font pas une concurrence fiscale et sociale. Même s'il y a des différences fiscales entre les 50 États américains, les grands systèmes fiscaux et sociaux américains sont fédéraux. Medicare, Medicaid, Food Stamps, c'est fédéral, et l'impôt sur le revenu est fédéral, et la base de l'impôt sur les sociétés est fédérale. Donc les grands systèmes fiscaux et sociaux aux États-Unis sont fédéraux. Et là aussi, on ne peut pas avoir une monnaie commune à différents États qui sont la concurrence fiscale et sociale. Alors, de fait, ce qu'on essaye de faire en Europe, c'est assez extraordinaire. C'est un trapéziste qui ne va pas faire 6 sauts, enfin, je crois que le maximum c'est 5 sauts périlleux, enfin 5 loopings d'un coup. Là, on essaye d'en faire 18 d'un coup. C'est-à-dire qu'on a créé une monnaie sans État, on fait de la concurrence fiscale et sociale à l'intérieur, on ne s'est pas doté d'un budget.
Le prix d'ailleurs, c'est 6 années de stagnation, avec une perspective de croissance pour la France, l'Italie et l'Espagne qui est de 1% pour les 3 ou 4 prochaines années. Ça fait 10 ans au total. Tout ça pour un truc qui, bon, c'est un succès technique de l'euro, mais est-ce que l'euro, enfin une monnaie, généralement c'est un instrument, c'est pas un objectif. Donc on n'a pas à plier toute la société pour assurer le succès technique d'une monnaie. C'est au contraire une monnaie qui est au service du développement économique, politique et social d'un ensemble politique. Merci. On a une dernière question. Oui. Bonjour messieurs, dames. Ma question, je voulais vous poser la question suivante, c'est-à-dire est-ce que l'élargissement de plus en plus important de l'Europe ne nuit pas justement à fédérer les forces économiques européennes, en sachant qu'il y a des disparités de départ, des disparités de poids de ces pays au plan économique, ajouter à cela des différences de régime gauche-droite. Est-ce que ces éléments n'empêchent pas justement cette fédération de ces forces comme on pourrait le trouver aux États-Unis, où justement c'est une politique unique, tout est fédéré au niveau central, malgré qu'il y ait plusieurs États aux États-Unis. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on a élargi trop vite la zone? Non, mais pas tout. Hein. Je crois que si vous allez aux États-Unis, vous apercevrez qu'il y a des congrès dans chaque État. Il y a une décentralisation d'une partie des fonctions et une centralisation d'une partie des fonctions. Il y a un équilibre qu'il y a dans tout État fédéral d'ailleurs, mais même si l'équilibre est très, très décentralisé, c'est pour ça que je plaidais éventuellement pour une confédération au moins au début, vous donnez un peu comme en Suisse, quelque part, c'est une confédération suisse d'État. Donc vous avez la possibilité de discuter sur la décentralisation, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, comment vous l'appliquez, qu'est-ce que vous décentralisez, qu'est-ce que vous gardez au niveau national. Mais c'est vrai qu'il faut absolument aujourd'hui faire remonter, et là je reviendrai avec ce que je disais ici à Saint-Étienne, si on n'a pas de budget minimum et une politique budgétaire et fiscale harmonisée, on ne peut pas fonctionner. Et je voudrais juste rajouter que, pour peut-être me mettre une pointe d'optimisme, c'est que ce qui est un défi aujourd'hui est aussi un enjeu qui peut nous sortir de la crise. Je pense que la transition énergétique et écologique est un tel défi qu'on est obligé, on est au pied du mur. Donc de deux choses l'une, si on passe à côté, c'est dramatique pour les générations futures, à bien des égards, mais si on ne passe pas à côté, ça peut être un moyen d'avoir, en ayant des investissements de long terme, privés et publics, financés dans les bonnes conditions, en partie par des emprunts mutualisés, par exemple. Je n'en ai pas parlé du tout de la technique des euro-obligations, ou des obligations des project bonds, par exemple des obligations servant à financer certains types de projets. Il y a tout un arsenal d'instruments possibles s'il y a un minimum de volonté politique pour financer ces investissements de long terme. Or, aujourd'hui, on en a vraiment besoin dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la recherche. Et si on ne le fait pas, en effet, l'Europe est morte, enfin est morte. Elle devient une seconde zone de second rang, et là, c'est dramatique. Mais elle a la possibilité aujourd'hui de sortir de cette ornière, de cette phase dans laquelle elle est aujourd'hui, qui, si elle continue, moi je suis pessimiste pour cela, c'est si on continue, on implose. Par contre, on est condamné à réussir, et à ce moment-là, si on sort par le haut, là vraiment, on peut avoir des résultats spectaculaires, parce qu'en effet, il y a un patrimoine commun qui est l'euro, il y a des institutions communes qui existent, mais qui ont besoin d'être complétées, l'architecture à compléter, et là, on peut vraiment fonctionner. Ça demande en effet des réformes, ça demande des efforts, mais pour le moment, la diversité que vous mentionnez n'est pas forcément un obstacle, je pense, si on respecte un équilibre entre le local, le régional, le national en l'occurrence, et ce qui se passe au niveau, voilà, les instruments qui sont au niveau national, au niveau européen. Je pense que c'est tout à fait possible de construire, mais évidemment, ça demande une négociation politique. C'est pour ça qu'il faut peut-être envisager, je ne sais pas, une constituante européenne là-dessus, faisant participer toutes les forces, et pas uniquement les politiques, la société civile dans son ensemble, les citoyens. Alors c'est l'altermondialiste qui parle, là je crois que c'est nécessaire, et si les citoyens participent, si les élus participent, si les forces vives participent, on peut peut-être penser à mettre en place un cadre général qui serait tout à fait souhaitable. Il y a déjà eu une tentative de réforme en 2005, mais qui malheureusement a été technocratique, n'avait pas donné lieu à une ouverture. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu un non en France, notamment à ce changement. Aujourd'hui, on est peut-être mieux pour un nouveau pas en avant, mais à condition qu'il y ait véritablement un débat politique. Et ces élections européennes, ce qui m'attriste par avance, c'est que je crains que ce type de débat ne soit pas présent, alors que pourtant les enjeux sont absolument considérables.
Bien, merci beaucoup Dominique Plion pour cette conclusion un petit peu positive quand même. Merci beaucoup à vos invités pour ce débat d'excellente qualité. Vraiment faire avancer la réflexion, on aurait pu en parler encore pendant des heures. Voilà, donc on va parler d'Europe, c'est déjà un exploit. Merci à tous. Je vous informe que vous avez un buffet avec